Bonjour à tous. Excusez-moi, j'ai 2 minutes de retard. Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue ici dans cette salle Médicis et bienvenue à une meilleure connaissance, à peut-être pour certains la découverte du Palais du Luxembourg à l'occasion de ces journées du patrimoine. Vous êtes nombreux tout au long de ces journées. Je vois que je fais ça le comble. Ça, je m'en réjouis. Et je vais naturellement être à votre disposition pour répondre à vos questions pendant une heure, très précise, parce qu'ici les temps sont calculés dans notre règlement. Mais peut-être vous dire un mot d'abord du Sénat. Toute l'équipe des agents du Sénat, des fonctionnaires et toute l'équipe aussi qui assure la sécurité du Sénat, je pense particulièrement à la garde républicaine, vous en fait découvrir ou vous feront découvrir le Sénat au travers de ce qu'il représente en matière patrimoniale, vous expliqueront peut-être des éléments de fonctionnement ou vous feront découvrir une face moins connue du jardin que sont les serres du jardin. Et je vous invite vraiment à profiter de cette journée, peut-être, comme je le disais dans un message, à la fin de regarder aussi cette exposition de superbes photos qui nous amène à réfléchir sur les défis climatiques et qui sont sur les grilles du jardin du Luxembourg. Vous dire que le Sénat, dans le système institutionnel français, c'est une des deux chambres du Parlement. Le bicamérisme, parce que ça se définit ainsi, c'est un système qui n'existe pas dans tous les pays, mais la plupart des grands pays démocratiques sont de système bicaméral. Ils ont donc une Assemblée nationale ou une Chambre des députés, ils ont un Sénat ou un Conseil de fédération ou ce qu'on appelle une Chambre haute dans un certain nombre de pays. En effet, dans notre pays, l'Assemblée nationale est élue au suffrage universel direct par chacune et chacun d'entre vous, si vous êtes de nationalité française, et depuis la réforme dite du quinquennat, l'élection, sauf dissolution, a lieu dans les semaines qui suivent l'élection présidentielle. Et le Sénat, lui, est élu suivant un autre rythme. Il est élu par moitié tous les 3 ans, pour un mandat de 6 ans, par l'Assemblée, entre guillemets, dans chaque département, issue essentiellement des conseils municipaux. Dans chaque département, les conseils municipaux élisent des délégués sénatoriaux auxquels s'ajoutent les conseillers départementaux, les conseillers régionaux et les parlementaires. C'est donc à partir d'un corps de 550 000 élus que les sénateurs sont choisis. Nous avons donc un système qui est un système électoral différent suivant les chambres, ce qui existe dans la plupart de tous les pays, à l'exception notable de l'Italie. Et nous avons donc un rythme qui est différent, si bien que le Sénat n'est pas la réplique sismique de l'élection présidentielle. Et vous avez donc un rôle naturel de contre-pouvoir pour le Sénat, j'allais dire même quand le Sénat a la même sensibilité majoritairement que l'Assemblée nationale. Souvenez-vous d'un principe, la République, liberté, égalité, fraternité, un principe au Sénat, on dit jamais oui par discipline et jamais non par dogmatisme. Ce qui explique que parfois la situation spécifique du Sénat est le fait qu'il est rarement aligné. Le Sénat vote la loi, comme les députés. Aucune loi ne peut être votée sans être examinée par les deux assemblées.
Une loi peut venir en première lecture après le Conseil des ministres et avis du Conseil d'État, soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. C'est une décision qui appartient au Premier ministre, plus exactement au Président de la République dans le Conseil des ministres. Sauf pour les lois qui concernent les collectivités territoriales, où obligatoirement, depuis la réforme de 2003, elles viennent chez nous en première lecture, parce que nous avons une responsabilité particulière dans l'article 24 de notre Constitution. Le Sénat représente le territoire, donc les collectivités territoriales de la République, qu'elles soient de métropole, des Outre-mer ou de statut spécifique. Il représente aussi, mais maintenant les députés depuis la réforme de 2008 le font aussi, mais pour nous c'est depuis la Ve République, nos compatriotes qui sont établis hors de France. Vous avez donc 348 sénateurs, vous en avez de mémoire 21 pour l'Outre-mer, 12 pour les Français établis hors de France. Nous sommes 348, les députés sont 577. Je reviens à la loi. Aucune loi ne peut être adoptée si elle n'a pas été examinée par les deux assemblées. Et en cas de désaccord entre les deux assemblées, c'est l'Assemblée nationale qui l'emporte sur nous. Je voudrais simplement vous dire, je vais prendre le quinquennat de François Hollande, puisqu'on a une durée. Près de 70% des textes ont quand même été, alors qu'il n'y avait pas, sauf la période de la présidence de M. Bell, je vais parler de ma présidence 2014 jusqu'en 2017, 70% des lois ont été adoptées d'un commun accord, après amendement, c'est-à-dire en s'écoutant mutuellement. Et dans les 30% de textes qui n'ont pas été adoptés, 60% des amendements du Sénat ont été retenus en dernière lecture par l'Assemblée nationale. C'est un bicamérisme inégal, à la différence de l'Italie, parce que c'est un bicamérisme qui ne doit pas faire naître de crise politique. Nous ne pouvons pas faire tomber le gouvernement, donc pas de motion de censure chez nous. Par contre, le gouvernement ne peut pas nous dissoudre, c'est-à-dire pas nous menacer, en quelque sorte, de voter. Ça, c'est un point important. Et il y a une responsabilité du Sénat qui avait été un peu oubliée dans un projet de texte. C'est le principe de la continuité. Nous sommes l'Assemblée de la continuité, notamment en cas de crise politique ou de crise plus grave. Un des principes qui a été, puisqu'on va fêter les 60 ans le 4 octobre, voulu notamment dans les débats entre le général de Gaulle et Michel Debré, le principe monarchique, le roi est mort, vive le roi. Important, parce que c'est né du drame de 1940. Il faut bien avoir en tête pourquoi le président du Sénat peut avoir en responsabilité, il l'a eu 2 fois, c'était le président Poher, après la démission du général de Gaulle, après la mort de Georges Pompidou, pour beaucoup d'entre vous, c'est presque de l'archéologie historique, mais le président du Sénat exerce pour 2 mois, tout au moins jusqu'au moment où il réorganise l'élection présidentielle, la fonction de président de la République, par intérim, avec tous les pouvoirs militaires, politiques, à l'exception d'un, il ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il ne peut pas profiter de cet intérim éventuellement, comme ça inquiète certains, pour faire un espèce de coup d'État. Et le général de Gaulle avait voulu ça parce qu'il avait été très très marqué des conditions dans lesquelles, en 1940, l'Assemblée de Bordeaux s'était terminée dans un théâtre à Vichy pour mettre fin à la République et créer l'État français. Voilà pour le Sénat législatif, pour les lois ordinaires, un pouvoir égal. Pour les lois organiques, très compliquées, mais on en parlera peut-être, donc je vous en dis, dans les semaines qui viennent, tout ce qui concerne le Sénat, et le Conseil d'État vient de le rappeler,
ne peut pas être adopté sans un avis majoritaire du Sénat. Par exemple, le nombre de sénateurs, la date de l'élection des sénateurs, les modes d'organisation spécifiques du Sénat. Et pour les lois constitutionnelles, le principe est simple, comme on en a parlé beaucoup, qu'on va en reparler sans doute. Le pouvoir de l'Assemblée nationale et du Sénat est égal. Pourquoi? Pour éviter que, à chaque alternance politique, on ne rebouleverse la Constitution. Il y a eu des ajustements. Celui qu'on nous propose est le 26e depuis 1958. Mais il ne touche pas au fondement de la Constitution, ou s'il venait à toucher, ce qui est possible, au fondement de la Constitution, il faudrait un accord des deux chambres. Et en plus, si on a obtenu l'accord des deux chambres sur un même texte, sans limitation du temps de discussion, le président de la République a 2 voix. Il a la voie de réunir le Congrès, et c'est une voie incontournable, ou il a une voie de consultation référendaire, qui est une autre voie, mais dans lequel il ne peut pas, sans l'accord des chambres, le modifier. Le Sénat a, comme l'Assemblée nationale, une fonction de contrôle. On parle beaucoup d'une commission d'enquête en ce moment, mais il y en a régulièrement. Mission d'information, commission d'enquête, mais aussi contrôle régulier des lois faites par les commissions et qui donne lieu chaque année à une séance spécifique de contrôle. Cette mission, elle est dans nos missions institutionnelles et constitutionnelles, et donc c'est une fonction importante. Troisième rôle, puisqu'on parlera d'Europe, le Sénat aussi dialogue avec la Commission et le Parlement européen. Parce que, suivant le principe de subsidiarité, les parlements peuvent contrôler l'éventuel débordement de pouvoir du Parlement européen ou de la Commission européenne, en mettant ce qu'on appelle des cartons jaunes, qui rappellent au réexamen. Et en même temps, d'une manière moins formelle, il se trouve que les Sénats en Europe, pas simplement de l'Union européenne, mais aussi d'autres pays européens qui n'appartiennent pas à l'Union européenne, se réunissent au moins une fois par an pour parler des réalités, notamment territoriales. Tous les Sénats ne sont pas des représentants des collectivités territoriales. En Belgique, où le Sénat a été beaucoup affaibli, il représente certes les territoires, mais au fond les communautés linguistiques. Aux Pays-Bas, il représente les territoires. En Espagne aussi, et il est un élément de stabilité, on le voit dans la crise catalane aujourd'hui. En Italie, représentation des territoires, mais un pouvoir égal. En Allemagne, avec un pouvoir moindre, chacun des Länder est représenté au travers de ce qu'on appelle le Sénat Bundesrat par rapport au Bundestag en Allemagne. Voilà le système du Sénat. Et dernier point, puisque nous allons avoir bientôt la reprise des travaux du Sénat, pour vous donner le programme d'automne, il va être consacré essentiellement à l'examen des budgets, loi de finances, sécurité sociale, loi de finances du pays. Mais auparavant, nous examinerons le texte sur la justice. Le Sénat, en effet, a beaucoup travaillé les questions de justice. Et quelles que soient les majorités, ici, les libertés individuelles et les libertés collectives sont quelque chose d'important. Je vais prendre un exemple. Notre pays, depuis 2015, peut-être qu'on n'avait pas fait assez attention avant, je pense à l'attentat de Toulouse, a été soumis à la pression terroriste. Le gouvernement et le Parlement, mais le gouvernement de Manuel Valls, puis d'Édouard Philippe, nous a proposé un certain nombre de textes pour lutter contre le terrorisme,
Nous avons d'abord eu l'état d'urgence, puis un texte qui a mis fin à l'état d'urgence, mais qui a, à partir de l'automne, organisé, j'allais dire, la lutte contre le terrorisme. Et naturellement, à chaque fois qu'on est enclin à cela, on est toujours tangent des libertés. On est toujours tangent des libertés individuelles et collectives. Et notamment ce qui s'appelle les contrôles, ce qui s'appelle éventuellement des dispositions d'interdiction. Tout ça est un peu dans la limite du principe des libertés individuelles et collectives. Et le Sénat a proposé une formule un peu nouvelle. C'est bien sûr un suivi des conditions d'application de cette loi, mais que cette loi ne dure que 3 ans maximum, pour être bien certain qu'on ne s'engage pas dans un espèce de processus irréversible si la situation venait à changer. C'est-à-dire que, avant 2 ans et demi maintenant, il nous faudra réexaminer les conditions d'application de cette loi et revoter un texte, car la loi, comme un fusible, se coupera 3 ans après la promulgation des derniers décrets d'application. C'est extrêmement important, cette notion de liberté individuelle et collective, parce que, au fond, je vous disais que le Sénat, c'est pas oui par discipline, non par dogmatisme, mais vraiment, pour reprendre ce que disait un des rédacteurs de la Constitution, la 5e, c'est logique, l'Assemblée nationale représente les pulsions du moment. Et le Sénat est un balancier stabilisateur des institutions. Voilà, mesdames et messieurs, j'ai été trop long, mais je voulais vous exposer un peu ce qu'est le Sénat, ses pouvoirs, la révision constitutionnelle qui s'inscrit dans la Ve République, et puis vous dire aussi que dans l'actualité de la rentrée, en dehors du texte justice, nous aurons la conclusion, j'espère qu'elle sera positive, d'un dialogue entre l'Assemblée nationale sur un sujet très important qui est la question du logement, pas simplement du logement social, du logement tout court, parce que la question du logement, elle est aussi un élément, bien sûr, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, mais elle est aussi, comme me le rappelait avant-hier à Trèbes, puisque j'ai été rendre hommage avec le maire de Trèbes à ce qui s'est passé au Super U, des enfants du collège qui portent le nom de Gaston Bonheur, me faisait rappeler il me rappelait que parmi les éléments de la fraternité, il y a la capacité d'offrir un logement à chacune et chacun des citoyens. Voilà, je vous attends pour vos questions. Merci. Allez-y, on va vous tendre un micro. Voilà. Bonjour Monsieur le Président. Je voulais savoir si vous pouvez nous expliquer la différence de nature et de fonctionnement entre la commission d'enquête à l'Assemblée et son équivalent au Sénat, s'il vous plaît. Au plan réglementaire, il n'y a pas vraiment de différence. La commission des lois a demandé ici à se transformer avec les pouvoirs d'une commission d'enquête. L'Assemblée a décidé de lui donner ses pouvoirs dans le cadre d'une procédure. Le délai qui est donné pour une commission d'enquête est un délai de 6 mois maximum. C'est donc l'ensemble des présidents, des membres de la commission qui vont conduire cette commission d'enquête sous l'autorité d'un président en se choisissant en général 2 rapporteurs, l'un de la majorité sénatoriale et un autre de l'opposition. À partir de ce moment-là, devant la commission d'enquête, le président et les rapporteurs décident de qui ils souhaitent entendre.
Et les personnes qui sont entendues sont donc conviées devant la commission d'enquête. Il y a un principe dans les commissions d'enquête, c'est qu'on ne doit pas examiner dans une commission d'enquête ce qui est éventuellement en cours dans une procédure judiciaire. Voilà pourquoi la rédaction de la mission et de l'objectif de la mission fait l'objet d'une attention particulière. Et que dans le cas actuel, il s'agit uniquement de contrôler le fonctionnement des services qui dépendent du gouvernement. Et donc, en ce qui concerne notamment les services de maintien de l'ordre et en même temps les services de protection des personnalités, dont le président de la République, mais aussi d'autres personnalités, les ministres, et les ministres exposés, les présidents d'assemblée ou certaines personnalités particulièrement exposées. C'est mon cas, par exemple. Étant le viager, j'ai donc un certain nombre de dispositifs de protection. Ce n'est pas moi-même qui l'organise, c'est autour de moi les services du ministère de l'Intérieur, et à l'intérieur du Sénat, c'est sous mon autorité, l'autorité militaire, qui est représentée ici par un général qui ne dépend de personne et qui ne dépend pas d'un état-major militaire. Et donc, ça, c'est le travail de la commission d'enquête. Comparaître, ce n'est pas le bon mot, être entendu. Quand on comparaît, c'est devant la justice. Quand on est entendu, c'est devant une commission d'enquête. On est entendu et on a l'obligation de se rendre devant la commission d'enquête. On le fait sous serment. Voilà pourquoi, quand quelqu'un est sous une procédure judiciaire, il peut être entendu, mais pas sur les sujets qui relèvent directement de la procédure d'instruction. C'est pour ça que ce que vous entendez par ces temps-ci, il y a une partie émotionnelle. Mais je peux vous garantir, la commission est totalement autonome, indépendante, comme elle l'a été. Je vais prendre un tout autre exemple. Nous avons fait une commission d'enquête sur la pollution de l'air. Sujet, il y a maintenant près de 2 ans. Il se trouve qu'il a été démontré qu'une éminente personnalité médicale qui avait prêté serment aurait prêté serment dans des conditions qui ne correspondaient pas au serment. La commission d'enquête avait terminé sa tâche. On était au-delà des 6 mois. Et ces faits sont apparus ensuite. J'ai été saisi et j'ai proposé au bureau de déférer le dossier devant le procureur de la République, qui a considéré que les conditions de respect du serment pourraient ne pas avoir été respectées. Ce n'est pas le procureur. Ensuite, il y a eu une procédure judiciaire. Et cette éminente personnalité a été condamnée. Ce n'était pas un refus de comparaître, mais c'était quelque part, c'est qu'au moins ce qu'a jugé le tribunal, ça n'était pas le respect. Voilà. Alors, ici, en général, les choses se passent. Vous avez pu regarder, hein, ça a été suffisamment télévisé. C'est comme France Inter il y a 10 ans qui avait comme slogan « Écoutez la différence ». Voilà. Monsieur le Président, bonjour. Je voudrais savoir si le Sénat va promouvoir le droit de pétition comme il est établi actuellement au Parlement européen. Étant pétitionnaire moi-même de 3 directives, le changement d'heure, la directive dioxyde d'azote et la directive ozone, donc j'ai obtenu la victoire le 8 février par le Parlement européen qui a refusé de continuer le changement d'heure puisqu'ils ont voté l'abolition. La directive ozone et dioxyde d'azote, j'ai obtenu l'avis favorable du commissaire européen puisqu'il a poursuivi la France devant la Cour européenne de justice sur l'ozone et le dioxyde d'azote. Et actuellement, le dossier va être rouvert le 9 octobre devant la commission des pétitions puisqu'il sera question des 30 000 morts de 2003 et des 6 000 morts de 2015. Et vous savez que la Cour européenne de justice aura le droit de saisir le TIP puisque c'est une infraction à l'environnement.
Et je crois qu'aujourd'hui, il serait bien que le Sénat et l'Assemblée nationale débattent justement du changement d'heure, parce que ça va être la Cour européenne de justice qui va nous imposer ce fait, mais avec bien sûr des dispositions financières qui sont tellement importantes que je me demande pourquoi le gouvernement ne se penche pas sur ce sujet actuellement. Tout d'abord, la révision constitutionnelle de 2008 a ouvert des droits nouveaux. En effet, dans ces droits nouveaux, il y a la possibilité, dans le cadre d'une procédure, pour les citoyens de saisir le Conseil constitutionnel avec des questions prioritaires de constitutionnalité pour les textes ou parties de textes de loi qui n'ont pas été soumis au Conseil constitutionnel. C'est une grande liberté. Et nous avons eu des textes, y compris anciens, qui ont été jugés par le Conseil constitutionnel, non conformes aux principes constitutionnels d'aujourd'hui, et pour lesquels le Conseil nous a donné un délai pour modifier ces textes. Ça, c'est la première des choses. Seconde des choses, c'est que quand on a un sujet comme le changement d'heure, ça viendra dans un texte législatif. Nous avons dans notre pays, sur le droit de pétition, eu une première avancée avec le Conseil économique et social. En effet, vous pouvez faire une pétition, la réunir, et le Conseil économique et social doit l'examiner. Jusque-là, cette procédure n'a pas eu un immense succès. Je n'ai pas discuté des décisions du Conseil, mais la seule grande pétition qu'il ait eu à recevoir, il a jugé qu'il n'avait pas, j'allais dire, à l'examiner comme une pétition à transmettre. Nous avons, dans la préparation de la réforme constitutionnelle, à nouveau ce sujet qui va être porté par un certain nombre de parlementaires sur le droit de pétition, c'est-à-dire la capacité, on en fixe le niveau, pour des citoyens de demander, dans certains cas, l'inscription d'un sujet sur le bureau du Parlement, ce qui se fait dans un certain nombre de pays et qui existe. Mais ça n'est pas aujourd'hui, hormis la procédure par le Conseil économique, social et environnemental, une procédure qui existe. C'est un point très important. Le second des droits qui existent, mais nous voyons bien que nous ne l'avons pas apprivoisé totalement, c'est le référendum d'initiative locale ou d'initiative gouvernementale et portant sur un territoire. Je vais vous donner un exemple récent. Le référendum sur le dossier de Notre-Dame-des-Landes. Initiative du président Hollande, portée par le gouvernement, votée par une majorité, d'abord en termes de participation, ce qui est important, parce que souvent vous avez des conditions de participation, et adoptée à une assez large majorité des citoyens, n'a eu aucune conséquence dans la décision politique. C'est-à-dire que nous avons un problème aujourd'hui, hors les référendums article 89 ou article 11, sur les conséquences. Article 11, en deux mots, c'est la réforme des institutions. Article 89, c'est la réforme de la Constitution. Ceux-là sont suivis naturellement d'effets, mais vous n'en avez pas jusqu'ici. Vous avez des référendums spécifiques. Celui que va vivre la Nouvelle-Calédonie dans 2 mois est un référendum à statut spécifique. Est-ce que vous souhaitez rester dans la République ou est-ce que vous souhaitez sortir de la République? Celui-là aura force de loi constitutionnelle, en quelque sorte. Voilà pour répondre à votre question. Mais je suis certain du débat. D'autres questions? C'est monsieur. Pardon. Attendez, là-haut. Oui, vous passerez après, mais j'ai une question chez les montagnards, comme on aurait dit dans l'Assemblée révolutionnaire. C'est ça, sur les montagnards. Les Girondins un peu plus bas, mais les montagnards un peu plus haut. Bonjour, Monsieur le Président. J'avais 2 questions. En fait, la première concernait un sujet très actuel qui est le principe de l'impôt à la source. Et je voulais savoir de quelle manière le Sénat avait pu intervenir et à quel moment en particulier sur ce sujet-là.
Et la deuxième question que j'avais concernait, je dirais, les autres Sénats de l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne, et de quelle manière le Sénat avait pu s'inspirer ou pourrait s'inspirer de principes de fonctionnement de ces Sénats. Au moment de l'examen de la proposition du gouvernement Valls sur le prélèvement à la source, qui existe dans un certain nombre de pays, qui apparaît pour beaucoup comme une modernisation, j'allais dire, de l'impôt, le Sénat a soulevé, parce que nous avons un système assez complexe, nous, additionné de dégrèvements directs, d'exonération, qui est le fruit de notre histoire, le Sénat a fait une contre-proposition, notamment par la voix de son rapporteur général du budget. Je rappelle qu'ici, la Commission des finances a un président qui est d'opposition et un rapporteur général qui est la majorité. Pour vous fixer politiquement, ici, la majorité, mais au Sénat, ce n'est pas tout à fait les mêmes clivages, elle est composée essentiellement de deux groupes. Le groupe Les Républicains et le groupe UDI, Union Centriste. Vous voyez que c'est différent de l'Assemblée nationale. Auquel des membres d'autres groupes qui existent, le groupe Les Indépendants, République et Territoire, le groupe aussi des radicaux, puisqu'ici les radicaux de gauche et les radicaux valloisiens sont toujours ensemble, ils sont toujours restés ensemble, et 2 ou 3 personnalités non inscrites. Donc, ici, vous avez une majorité, et cette majorité, elle a le rapport général du budget. Nous avons proposé la mensualisation contemporaine. Qu'est-ce que ça veut dire? De généraliser en 3 ans à tout le monde, ce que plus de 60% des Français pratiquent aujourd'hui, la mensualisation de l'impôt. Mais pas en le faisant sur l'année N-1, mais progressivement sur l'année en cours. Donc la mensualisation contemporaine. Et pourquoi un délai? Parce qu'il y a des gens qu'il faut aider à l'appropriation de cette partie-là, et notamment des gens qui ont des difficultés à entrer dans des formes de déclaration. Nous avons dit qu'il y aurait beaucoup de difficultés dans le prélèvement à la source. Nous pensions que la mensualisation contemporaine avait un autre avantage, c'est qu'elle ne faisait pas peser sur les petites entreprises le rôle, en quelque sorte, de collecteur et de référence. La loi est la loi, l'arbitrage vient d'être rendu par le président et le gouvernement. Vous avez vu qu'il y avait des hésitations. Ça veut dire qu'une partie de nos arguments, mais aussi des arguments de la Cour des comptes, puisqu'on estime à la Cour des comptes qu'il y aura une perte de 2 milliards en ligne la première année pour les ressources de l'État. Et vous connaissez la situation budgétaire de notre pays. Mais quand la loi est la loi, ici, on appliquera la loi. Mais on contrôlera la mise en œuvre du prélèvement à la source. Donc nous nous sommes exprimés et je ne doute pas que la Commission des finances, dans sa mission de contrôle, assurera ce que j'appelle un suivi permanent de la mise en œuvre pour qu'il n'y ait pas d'inégalité, mais aussi d'affaiblissement de l'État dans ce prélèvement à la source. Les autres Sénats. Tout d'abord, il se crée des Sénats dans le monde actuellement, pour des motifs parfois différents. Article 24 de la Constitution, nous représentons les territoires. Quand je dis les territoires, ce n'est pas que les départements, aussi les territoires à statut spécifique. Outre-mer, la collectivité territoriale de Corse, une métropole à statut spécifique, la métropole de Lyon, par exemple. Et donc, c'est notre rôle, et en même temps, nous avons le rôle de continuité. Les Sénats, par exemple, il en existe un dans un pays que vous connaissez peut-être moins bien, qui est dans les Balkans, qui est sur le continent européen, la Bosnie et Herzégovine. Quel est le rôle du Sénat de la Bosnie et Herzégovine? D'essayer de représenter l'addition des minorités dans un pays assez éclaté entre des Bosniaques, des Croates et des Serbes, et qui recouvre des héritages notamment culturels et religieux.
C'est un point important. Je vous ai parlé du Sénat belge, communauté linguistique. Et c'est parfois très compliqué. Pour avoir une maman d'origine belge, je peux vous dire que c'est très très compliqué quand vous êtes dans une commune dite à facilité, c'est-à-dire dans une commune où on accepte ou on tolère que vous parliez votre langue, mais pas plus. Vous avez aussi des sénats qui représentent des très grands pays, très divers. Dans la Fédération de Russie, le Conseil de la Fédération représente une partie des États de l'Union soviétique qui n'ont pas explosé en 1991. Vous avez le Sénat des États-Unis, qui représente, bien sûr, chacun des États fédérés, mais d'une manière assez particulière, puisqu'ils ne prennent pas du tout en compte la composante démographique. Vous avez 2 sénateurs pour l'Alaska, et vous en avez 2 pour la Californie. Il y a 60 fois plus d'habitants en Californie qu'il y en a en Alaska. Et là, ils ont un pouvoir extrêmement fort. Et il naît actuellement des Sénats dans un certain nombre de pays africains. Il est né un Sénat cette année, après une longue réflexion, en Côte d'Ivoire. C'est un peu la conséquence d'une réflexion conduite après la guerre civile qu'a connue la Côte d'Ivoire. Donc, pour rassembler des gens différents, des territoires différents. Et c'est un point très important. Le Tchad vient de décider de créer un Sénat. Là aussi, regardez l'histoire du Tchad, pour essayer que la diversité puisse être représentée, où il ne s'assoit pas la seule logique de la démographie. C'est un peuple numériquement dominant peut devenir dominateur par rapport à la minorité, et donc de donner des pouvoirs. Je prends ces exemples. Dans un pays en proie à un drame absolu, le Nigeria, le Sénat joue un rôle important aujourd'hui. Je vous rappelle que le Nigeria était en proie à une guerre civile, il y a maintenant 3 décennies, mais qui était une guerre civile à connotation, ou en tous les cas habillage religieux, et que actuellement le nord-est du Nigeria connaît le drame de Boko Haram. Et moi, je me suis rendu au printemps dans un camp au Tchad de réfugiés de Boko Haram. Vous voyez bien que là, ce n'est plus une affaire de chrétiens et de musulmans, mais c'est une conception de la société. Si je vous dis tout ça, c'est parce qu'il se trouve que pour un an, j'ai la responsabilité qui m'a été confiée de présider tous les Sénats d'Europe. Ceux de l'Union européenne, tous les pays n'ont pas de Sénat dans l'Union européenne, mais un certain nombre ont, mais aussi des Sénats hors Union européenne. Je parlais de la Bosnie-Herzégovine, la Russie et très bientôt le Royaume-Uni. La Chambre des Lords reste, j'allais dire, dans notre association. Et nous avons pris une décision, c'est d'ouvrir une très large collaboration avec les Sénats africains. Il en existe en Algérie depuis longtemps, au Maroc qui vient d'être rénové, le Sénégal est en train de l'imaginer, pour aussi débattre de sujets aussi difficiles qu'il faut aborder en vérité, mais aussi, j'allais dire, sans passion excessive, qui est la question migratoire, et que nous avons décidé d'inscrire à notre prochaine session pour en dialoguer, car nous pouvons ainsi, j'allais dire, en parler les uns les autres. Alors, est-ce qu'on s'inspire? J'ai été très long, mais c'est un sujet qui me passionne, vous le sentez bien, par rapport au Sénat. Est-ce que chez nous, nous sommes entrés dans une forme d'équilibre? Les Sénats sont plutôt des acteurs d'équilibre. Quand vous voyez en Pologne, Sénat élu au suffrage universel, vous savez qu'on a une discussion sur l'état de droit avec la Pologne. Entre le Sénat français, le Sénat polonais et le Sénat allemand, nous formons ce qu'on appelle le triangle de Weimar. C'est un lieu de discussion. Le Sénat polonais joue un rôle modérateur et d'apaiseur. C'est un point très important. La Roumanie traverse actuellement une crise
importante politique par rapport à l'état de droit. Même s'il est dans la majorité, le président du Sénat et le Sénat jouent un rôle plutôt modérateur. Autre question, je suis trop long, je vois que mon collaborateur me dit que je ferme ma gueule, voilà. Bon, on continue. Monsieur là qui est depuis longtemps, et puis j'ai vu que je ne respecte pas la gauche de l'hémicycle, ce qui, pour un président du Sénat, serait une faute impardonnable. Bonjour Monsieur le Président. Tout à l'heure, vous nous avez précisé que le président du Sénat peut être amené à assurer l'intérim de la présidence de la République, comme ce fut le cas, je crois, du président Poher, avec des pouvoirs identiques à ceux du président, excepté celui de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais ne pensez-vous pas que ces pouvoirs, au demeurant, sont limités à expédier les affaires courantes? Être président du Sénat par intérim vous donne la responsabilité de respecter la légitimité démocratique. Or, ce n'est pas vous qu'on a élu comme président de la République. Donc, il faut renvoyer à la démocratie le soin d'arbitrer qui sera présidente ou président de la République. Mais sa responsabilité, c'est d'assurer la continuité du pays en cas de crise. Et donc, c'est le sens des pleins pouvoirs. Mais naturellement, je considère, mais c'est un problème personnel, que sa capacité d'initiative doit se circonscrire à ce qui est l'essentiel pour le pays, et non pas ce qui serait immédiatement moins essentiel. Mais imaginons une crise politique. Imaginons une crise politique ou une crise réelle dans le pays. Il est important qu'il ait tous les pouvoirs de préservation de la souveraineté du pays, de préservation de l'ordre, et qu'il en connaisse tous les rouages. Et que donc, pendant ces derniers 2 mois, nous n'ayons pas un pays qui soit un pays un peu hémiplégique dans sa manière de diriger. Voilà pourquoi, après, c'est un problème aussi de conscience personnelle du président ou de la présidente du Sénat pendant ce délai de 2 mois. Alors, le micro ici, là, ici, oui, j'ai deux à gauche. Allez-y. Et puis derrière, voilà. Bonjour Monsieur le Président. Vous avez rappelé que le Sénat représentait les territoires. Or, la réforme constitutionnelle vise à limiter le nombre de sénateurs. Ne pensez-vous pas qu'il s'agit d'une menace sur la représentation des territoires? Je vous remercie. Alors là, je vais m'exprimer plus personnellement, si vous le voulez bien, parce que naturellement, nous n'avons pas examiné aujourd'hui en commission, puisque l'Assemblée nationale n'a pas pu achever au mois de juillet, dans les conditions que vous connaissez, l'examen de la première lecture de la réforme constitutionnelle. Mais je vais vous dire quelles sont les conclusions du groupe de travail qui, sollicité par le président de la République, au Sénat, fait 40 propositions pour la réforme constitutionnelle et institutionnelle. Dans ce groupe, il y a tous les groupes politiques représentés, sauf un groupe, par leur président et leurs spécialistes constitutionnels, sans proportionnalité politique. Pour vous donner un chiffre, ici le groupe des Républicains est apparenté, parce que vous êtes dans un groupe, ça ne veut pas dire automatiquement que vous appartenez à un parti politique donné, mais vous vous reconnaissez dans ces courants politiques qui est là. Il y avait 3 représentants. Le groupe communiste, qui en a moins de 20, 17, avait 1 représentant. Vous voyez qu'il n'y a pas, et à l'unanimité, avec une réserve pour un cas, mais à l'unanimité, nous avons retenu le principe que la révision constitutionnelle se ferait sans abaissement des droits du Parlement. 58, né d'une crise
politique, liée notamment à l'échec de la 4e République, pour se sortir des guerres coloniales et de la guerre d'Algérie. De l'instabilité des gouvernements qui sont soumis à des coalitions partisanes et à un président de la République qui ne peut pas jouer autre chose qu'un rôle arbitral de choisir un président du Conseil. Et donc, Michel Debré reçoit l'instruction d'avoir ce qu'on appelle un parlementarisme rationalisé. C'est-à-dire d'avoir un Parlement qui fait la loi et qui contrôle, mais qui ne peut pas, à la guise, faire et défaire les gouvernements. Il a bien sûr la possibilité de déposer une motion de censure, donc de censurer et de faire tomber le gouvernement pour l'Assemblée nationale, pas pour le Sénat. Et depuis 1958, toutes les révisions constitutionnelles, celle de Valéry Giscard d'Estaing, qui a autorisé 60 parlementaires, 60 députés ou 60 sénateurs à saisir le Conseil constitutionnel, à Nicolas Sarkozy, en 2008, ont toujours renforcé les droits du Parlement. Moi, je pense, tout le monde sait que je suis gaulliste d'origine et fondamentalement gaulliste d'actualité, je crois qu'il faut un exécutif fort, mais il faut un Parlement fort en face. Pourquoi un exécutif fort? Je ne veux pas être désagréable du tout dans ce que je vais dire. Quand le président Hollande a des problèmes avec sa majorité, il n'empêche qu'il peut continuer à gouverner ce pays sans être le yo-yo d'une majorité qui est variable. Et il peut donc agir sur l'essentiel. Ça ne veut pas dire qu'il a les pleins pouvoirs, on est bien d'accord. Premier sujet, pas d'abaissement du droit du Parlement. D'où le débat sur le droit d'amendement. Ce qui ne veut pas dire ne pas moderniser le fonctionnement de notre Assemblée. Nous, l'Assemblée ne le fait pas encore, nous légiférons, maintenant c'est validé par le Conseil constitutionnel, parfois en commission. Et on ne va en Assemblée plénière que pour ratifier. Je prends cet exemple. Nous appliquons des articles de la Constitution pour éviter d'avoir 5000 amendements sur un texte. Et c'est d'ailleurs un pouvoir du président du Sénat de dire ça non, ça oui, ça non. Et ici, tout le monde, naturellement, il faut être responsable et raisonnable. Et ce n'est pas les pleins pouvoirs à moi. Je le fais toujours avec les présidents de commission. Et en cas de désaccord, je peux saisir le Conseil constitutionnel. Deuxième des sujets, je viens à votre question, la territorialité. Nous pensons très important que les parlementaires continuent à représenter un territoire. Voilà pourquoi nous avons demandé, c'est public, qu'il y ait au minimum un député et un sénateur par département ou collectivité à statut spécifique, pour que les territoires les moins denses, les plus pauvres en démographie, ne soient pas sans représentants. Par contre, nous ne sommes pas contre la diminution du nombre de parlementaires, en tous les cas. Je m'exprime, moi. Mais ça doit être raisonné. Dire un tiers, ça n'a pas de sens. Il faut se poser la question, raisonner. Et je vais vous proposer 2 réflexions sur le sujet. Parce que la Constitution doit reconnaître l'égalité. Je vais aller en Outre-mer. Et je vais en choisir un qui n'est pas dans l'actualité volontairement des 2 mois qui viennent. Celui-là, j'y pense. La Polynésie française a fait le choix clairement de rester chez nous, dans la République. Elle est grande comme l'Europe, les archipels partout. Si j'applique un ratio strictement mathématique, elle n'aura plus, la Polynésie, qu'un seul député et un seul sénateur. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible, y compris parce que la diversité des peuples qui la composent, comme en Nouvelle-Calédonie, a besoin d'une relative diversité de représentation des populations. Nous sommes toujours très attentifs à ce que la loi de la majorité soit respectée, mais que les minorités ou que la diversité ne soient pas écrasées. Puis le troisième sujet, c'est qu'il n'est pas question de voir les lois institutionnelles, qui ne sont pas constitutionnelles, ne pas être examinées dans la suite de la modification constitutionnelle. On est donc ouvert, je le redis, à la révision constitutionnelle. Ça fait parfois un petit peu débat avec nos amis députés, y compris de sensibilité. Nous sommes ouverts parce que, ici,
nous pensons qu'il y a sans doute dans le fonctionnement du Parlement et dans le fonctionnement des territoires des améliorations qui peuvent être faites. Ça nécessite de les aborder sereinement et avec des passions maîtrisées. Voilà. Il y avait une question au fond, oui, monsieur. Monsieur le Président, bonjour. Une commission d'enquête du Sénat, lorsqu'elle s'intéresse de près ou de loin à l'Élysée, ne prend-elle pas le risque de provoquer une crise politique et de dépasser les frontières de la séparation des pouvoirs? C'est naturellement un sujet. Et je considère que le président de la République ou un ancien président de la République ne peut pas être entendu par une commission d'enquête. Je considère que par contre c'est le fonctionnement du gouvernement ou le fonctionnement de l'État. J'ai eu dans une vie antérieure, les archives ne sont pas encore sorties, à être le rapporteur d'une commission d'enquête. Elle portait sur l'accueil dans des conditions non autorisées d'un leader palestinien qui était sous le coup d'une recherche internationale. J'ai, à l'époque, voulu entendre ceux qui avaient décidé, et j'ai été très attentif. Le président de la République était François Mitterrand, et j'étais au tout début de ma vie parlementaire. Eh bien, j'ai fait extrêmement attention. Et naturellement, je ne doute pas. Mais je rappelle un principe. La commission d'enquête, à l'Assemblée comme au Sénat, elle est souveraine. Elle ne dépend pas de moi, je vous le dis. Elle dépend de son président, de son bureau. C'est simplement si elle ne venait à ne pas respecter des principes institutionnels et constitutionnels que je devrais la rappeler. Et je le ferai si c'était nécessaire. Je suis certain avec le président actuel que ce ne sera pas nécessaire, parce qu'en plus, il est éminemment membre du Conseil d'État, et moi, je ne suis que vétérinaire. Non, mais, non, je le dis en blaguant, mais je sais qu'ici, on y fait très, très attention. Et pour avoir vécu, car ce dossier que je parle est un peu historique, mais il avait fait grand bruit à l'époque aussi. Alors, il nous reste, oui, au centre. Le Sénat est toujours au centre, allez-y. De l'actualité et souvent de la politique, et il nous reste 6 minutes. Bonjour, Monsieur le Président du Sénat. Merci de me donner la parole. En fait, j'ai 2 questions à vous poser. Comment vous est venue la vocation de la politique et quelles études vous y ont mené? Et la deuxième, c'est qui sont vos modèles de référence, vos maîtres à penser? Alors là, vous allez dans des questions plus personnelles, mais je vais y répondre. J'ai fait de la politique, je me suis engagé en politique très tôt, en classe de première, dans une formation politique qui n'existe plus, qui s'appelait l'Union démocratique du travail, c'est-à-dire ce qu'on appelait les gaullistes de gauche ou gaullistes sociaux. Et mon cheminement ensuite s'est fait avec Philippe Séguin. Voilà, mon histoire personnelle. Elle était marquée par l'héritage d'un père radical socialiste, élu local, et sans doute, moi qui suis un laïc, par le christianisme social, c'est-à-dire une réalité politique qui se conjugue en France très bien avec la laïcité, sans aucun problème, car je suis profondément attaché au principe de laïcité. Et puis ensuite, j'ai eu des responsabilités comme étudiant, ça m'amène à mes études. Moi, je suis vétérinaire, j'ai fait du syndicalisme étudiant, et après avoir fait du syndicalisme étudiant, je me suis engagé très tôt, j'ai été élu maire de la merveilleuse ville de Rambouillet. J'ai décidé d'être candidat quand j'avais 31 ans, puis j'ai été élu, et je suis devenu Benjamin du Sénat. Non, vice-Benjamin, parce que le Benjamin, c'était Jean-Luc Mélenchon. Et comme je lui ai dit l'autre jour, tu vois, j'ai mieux tourné que toi. Non, je dis ça en blaguant, mais parce que je l'aime bien, et on se ressemble modérément, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Mais je l'aime bien quand même. Donc, voilà comment c'est venu. La question sociale m'a toujours été pour moi essentielle.
En même temps, là aussi, il faut se mettre dans la peau d'un lycéen de 1968. Il y avait ceux... Allez, le monde était assez simple. Il y avait les marxistes et les anti-marxistes. Et il y avait parmi ceux qui ne choisissaient pas le marxisme, des gens qui ne voulaient pas choisir non plus une forme d'anti-marxisme comme ça. Et moi, j'arrive au modèle, le général de Gaulle, moi je suis né en Normandie, dans une ville qui avait été extrêmement bombardée, je suis né bien après la guerre, mais j'ai tellement entendu parler, nous vivions, j'allais à l'école dans des baraquements du plan Marshall. Et donc, le général de Gaulle, dans ma famille, c'était quelque chose, et mon père a fait partie de ces radicaux socialistes qui ont fait le choix, avec Chaban-Delmas, derrière, le grand Jacques Chaban-Delmas, de soutenir le général de Gaulle en 1958. Par nature, en dehors de cette référence, je n'ai pas à mettre à penser. J'ai pas à mettre à penser. C'est plutôt l'addition de ces réflexions. Il y a un homme pour lequel j'ai une très grande admiration, c'est Edmond Michelet, qui a été un très grand résistant, un déporté, qui en même temps incarne une vision de l'homme. Oui, il y a tout ça. Mais vous savez, j'ai eu l'honneur, je dis l'honneur, j'ai jamais voté pour lui, de ne vivre pas très loin de François Mitterrand quand il venait en week-end à Rambouillet. Et quelquefois, il m'a invité à prendre le café. J'étais très impressionné, vous voyez, à 33 ans, le maire qui venait d'être élu. Et je n'ai jamais voté pour François Mitterrand, mais je vais vous dire, il avait une passion amoureuse pour le territoire. Et j'ai ressenti en François Mitterrand ce que je peux ressentir parfois dans l'attachement au territoire. Et je me suis dit que sa photo de campagne avec une église au fond, c'était finalement pas qu'un coup électoral, c'était vraiment ce qu'il pensait. Et comme j'ai jamais voté pour lui, je le dis avec indépendance, mais en même temps, vous voyez, alors je ne vais pas vous dire, non, tirez pas à penser que moi j'ai pas de maître à penser, sans doute ma référence, c'est sans doute plus un seul, si je devais prononcer un nom, général de Gaulle, une filiation avec un homme que j'ai beaucoup respecté, qui est Philippe Seguin. Puis j'ai eu l'honneur d'être le ministre de Jacques Chirac, qui aimait lui aussi profondément le territoire. Donc voilà, si je devais avoir des filiations. Une question, deux, puisque sinon il y aura une question rentrée, je vous promets. Allez-y. Bonjour. Oui, ensuite vous. Je vais continuer avec une autre question personnelle. Depuis que vous êtes président du Sénat, quelle a été la réforme ou quelles ont été les réformes pour lesquelles vous avez eu le plus d'intérêt à travailler? Quelles sont celles qui vous ont le plus intéressé? Quelles sont les réformes que vous avez préféré mener à bien? Ou pas forcément d'ailleurs. D'abord, en interne, la modernisation de la procédure de la construction législative. Parce que j'ai bien le sentiment qu'à la différence d'autres pays, nous fabriquons encore la loi sur une méthode qui ne correspond plus aujourd'hui à des besoins de réponse en termes de rapidité, mais aussi de compréhension de la société. Et ça reste pour moi un vrai sujet. Quand on fait une loi santé, la dernière, de 350 pages, on ne peut pas dire que nul n'est censé ignorer la loi. C'est impossible. Et donc, ma première des préoccupations, c'est, et on a commencé le travail en commission, le contrôle, la diminution, mais il y a encore beaucoup à faire. Le second des sujets qui continue à me passionner, c'est comment on essaye de moderniser le fonctionnement des collectivités territoriales sans perdre la proximité entre les citoyens et la collectivité. Et là, on a un sujet. On est dans la mondialisation. La nation, ça reste très important. L'Europe est indispensable, mais parfois les citoyens ont le sentiment d'être le yo-yo de la mondialisation.
vous expliquez à des agriculteurs que tout dépend du cours du blé à Chicago. Et ils ont le sentiment, en fond, de ne plus exister, et ainsi de suite. Donc, comment, y compris quand on crée des grandes intercommunalités, des grandes métropoles, des grandes communautés, comment on garde le lien entre le citoyen et le pouvoir de proximité qui fait sa vie quotidienne? Pourquoi les maires sont-ils, avec les maires adjoints et les conseillers municipaux, les seules femmes ou hommes politiques qui conservent une majorité de suffrage de confiance dans ce pays? Regardez tous les sondages. Moi, j'ai une formule, c'est parce qu'ils sont à portée d'engueulade. Mais être à portée d'engueulade, ça veut dire être en capacité de vous répondre à votre question, y compris quand la réponse ne vous plaît pas, mais vous avez un interlocuteur devant vous. Hier, j'étais à Saint-Gaudens et j'inaugurais les Pyrénéennes, qui est le salon de l'agriculture de montagne. Je le dis, vous êtes, pour une majorité d'entre vous, comme les Français, des urbains. Il y a le sentiment d'une population rurale qui ne comprend plus des décisions qui sont marquées par l'urbain. Hier, le sujet, c'était le maintien du pastoralisme entre la valorisation des produits, la suppression de petites laiteries de proximité, de lieux de transformation. Un sujet sur lequel on peut avoir des approches, la présence du loup en très grande densité est en train de décourager le pastoralisme. Donc, nous, urbains, on adore la biodiversité, mais en même temps, il faut qu'on trouve un équilibre. Et pardonnez-moi, c'est le second sujet qui me passionne vraiment. Le troisième sujet, c'est qu'il faut qu'on réponde à des vraies questions que se posent nos concitoyens. Elles sont parfois difficiles. Qu'est-ce qu'on fait face à la réalité de la crise migratoire? Et il faudra bien qu'on l'aborde les yeux dans les yeux, en préservant les valeurs essentielles qui sont les valeurs de la démocratie. C'est pour nous une exigence des droits de l'homme, du respect des droits de l'homme, de l'état de droit. Et ici, au Sénat, c'est pour nous quelque chose de très, très important. Bonjour, Monsieur le Président. On m'entend? Oui, oui. Avec l'expérience que vous avez accumulée dans votre fonction, est-ce que vous auriez des conseils à donner à un jeune homme qui veut s'engager dans la politique? D'abord, vous êtes d'une génération, vous êtes beaucoup moins nombreux que nous étions, j'allais dire, les lycéens de 68, quoi. À l'époque, il y avait des enjeux majeurs. Le monde était divisé dans deux camps. Ces deux camps, ils étaient l'héritage de la guerre, mais ils étaient aussi hérités de rêves de part et d'autre. De rêves. Et dans ces rêves, il y avait eu l'abus des rêves. Entre ceux, je vais prendre un exemple cher à mon cœur pour des raisons familiales, entre ceux qui au Venezuela, au début de Chavez, pensent qu'il faut redonner le fruit de la richesse à tous, c'est un rêve que je peux partager. Puis quand ça se termine comme ça se termine aujourd'hui, c'est un rêve détourné. Ce qui a été la réalité de l'Union soviétique quand elle écrase le printemps de Prague. Moi, j'étais en classe de première ou de terminale, c'était pour nous un effondrement. Mais moi, j'avais fait un choix complètement différent. Je crois qu'il faut se dire que si vous avez envie de vous engager, c'est parce que vous êtes intéressé par les autres et par le collectif. Vous ne pouvez pas faire ça uniquement. Bien sûr, on a tous de l'ambition, des trucs. Mais si vous le faites que pour vous-même, vous ne serez pas heureux. Moi, je fais ça avec la même passion que le premier jour. J'ai eu, comme tout le monde, des échecs, parfois des désillusions, mais je crois encore que la politique peut changer le cours des choses. Et il faut y aller avec cette volonté-là. Je ne pense qu'il n'y a jamais la fatalité à subir, qu'il y a toujours des correctifs possibles, et que, par exemple, sur la question européenne, où je suis parfois, je disais mon attachement avec Philippe Séguin, j'ai fait partie de ceux qui ont voté non au traité de Maastricht. Pas du tout contre l'Europe, mais parce que
nous nous disions que créer une monnaie unique sans convergence sociale et fiscale, nous aurions des problèmes. La crise de 2008 l'a montré. Mais à partir du moment où les Français ont choisi, alors il fallait faire réussir l'Europe. C'est vraiment l'attitude. Voilà. Donc ça vaut le coup de s'engager. Moi, ça fait un certain temps. Je regrette rien, je le fais toujours avec la même passion. Et puis le moment venu, moi j'étais maire de Rambouillet. Certains diront que c'était trop longtemps, mais les gens me faisaient confiance. Ils me faisaient confiance, même très confiance. Celui qui a pris en 2014 ma succession, il fait très bien la tâche pour laquelle il a été élu. Et il faut aussi se dire que c'est du collectif. Alors, le collectif, c'est ce qu'on essaye de vivre au Sénat. Il y a un bureau du Sénat. Je ne sais pas, ce matin, j'étais avec le questeur qui gère cette maison. Il y a des gens de toutes les sensibilités politiques. C'est vrai qu'il y a une ambiance ici un peu différente. Les clivages politiques, ils existent, mais ils ne sont jamais des sas hermétiques. Tout le monde parle à tout le monde. Le seul sujet, c'est les libertés individuelles, les libertés collectives et l'état de droit. J'ai dépassé de 8 minutes le temps qui m'était imparti. C'est au-delà de la tolérance d'un président de séance. Je voudrais vous remercier d'avoir eu la patience. Je vous souhaite une bonne visite du Sénat. Souvenez-vous d'une chose. On est naturellement dans un lieu superbe qui porte l'histoire de notre pays, qui porte aussi, vous regarderez une petite plaque, la renaissance de pays. C'est ici que l'Assemblée provisoire de la République s'est réunie avec le général de Gaulle. C'est ici aussi que Leclerc a décidé de l'endroit de la reddition de Paris, dans le salon Victor Hugo. C'est un lieu, mais ce n'est pas qu'un lieu historique, c'est un lieu d'actualité. Et rappelez-vous que le pas de sénateur, ça n'est pas le pas symptôme de l'arthrose. Chez La Fontaine, le pas de sénateur, alors que le Sénat n'existait pas, c'était le souvenir du Sénat romain. Et les sénateurs, dans le triomphe, quand ils défilaient au pas lent, c'était par symbole de la paix. Alors que le pas des légionnaires, qui symbolisait la guerre, était un pas accéléré. C'est l'ambition du Sénat que de contribuer à la cohésion du pays et donc à la concorde civile. Merci beaucoup.